Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue sur le plateau du journal de la télévision nationale du Burkina. À la une de cette édition, la maire constate du mauvais comportement de certains usagers de la route en matière de circulation, une sorte d'incivisme hélas remarquable dans les artères de la capitale, et cela malgré la présence de la police municipale qui assiste impuissante à un phénomène qui prend de l'ampleur. Dans cette édition, il sera aussi question de la mesure prise par l'autorité de régulation des communications électroniques et des postes en matière d'identification des puces préactivées. À la date butoir du 1er octobre 2012, des sanctions seront de rigueur. Et puis le gouvernement malien chargé de mener à bien le processus de retour à une vie constitutionnelle normale est connu depuis hier. Il est composé de 31 membres, dont 18 du président gouvernement. La ville de Ouagadougou en proie à un incivisme qui ne dit pas son nom. Il ne se passe pas un jour sans que l'on déplore le mauvais comportement de certains usagers de la route. La police municipale a entrepris une vaste opération de réglementation de la circulation sur certains axes routiers. Ainsi en est-il de la nationale 1 route de Bobo-Dioulasso où la circulation est particulièrement déplorable malgré la présence de la police municipale. Le constat avec Nathalie Sawargo Nabaloum et Sylvestre Da. Tout comme ces usagers, ils sont nombreux à ne pas respecter le code de la route. Mais pourquoi ce non-respect des règles de la circulation sur la nationale numéro 1? Oui, la circulation est... Bon, en tout cas, ils ont amélioré la voie là, mais bon, celle qu'on a réservée pour les cyclistes là, elle est trop étroite. Elle fait à peine 6 mètres. Ça ne suffit pas pour les motocyclistes là. Donc ça fait que, tu voyez, au niveau du feu comme ça là, on prend pratiquement une minute. Hein. Imaginez si beaucoup de gens vont se regrouper comme ça. Imaginez si un chauffeur arrive en véhicule, il déroute, il va prendre combien de personnes? Il faut reconnaître que la petite voie là n'est pas assez bien faite, quoi. Peut-être c'est ça qui motivait les gens aussi à emprunter la même voie que les véhicules. Le directeur de la police municipale, tout comme le maire de la ville de Ouagadougou, indique que l'étroitesse de la piste cyclable ne saurait être une raison pour ne pas respecter le code de la route. Nous avons décidé de changer de méthode en faisant en sorte que tous ceux qui ne respectent pas les bandes cyclables soient interpellés et leurs engins mis en fourrière. Je pense que les bandes que l'État vient d'aménager ne sont pas plus restreintes que celles qui existent depuis longtemps. Il y a des normes que les ministères respectent et nos voies respectent, nos bandes cyclables aujourd'hui respectent ces normes-là. C'est vrai que nous sommes aussi dans un pays où les deux roues sont prédominantes et il faut peut-être en tenir compte. Donc il s'agit des débats qu'il faut élever au niveau des planificateurs pour leur permettre peut-être de prendre en compte cette dimension. Désormais, tout individu n'ayant pas respecté le code de la route se verra interpellé et son engin mis en fourrière. Telle est la décision de la mairie centrale de la commune de Ouagadougou. Je voulais simplement informer les uns et les autres que, au-delà de l'action de la police municipale, il y a que nous avons tenu une réunion la semaine dernière avec toutes les forces donc, de police, de sécurité qui officient sur le territoire communal de Ouagadougou. Et nous nous sommes entendus pour mener une opération d'envergure communale sur toute l'étendue du territoire communal pour faire respecter les panneaux de circulation, les feux tricolores, et les bandes, les pistes, les bandes cyclables. En un mot, faire en sorte qu'il y ait moins d'accidents et moins de pertes en vies humaines. Avec la rentrée qui s'annonce, beaucoup d'élèves et étudiants reprendront le chemin de l'école. La situation risque de se compliquer davantage, d'où le cri de cœur du maire Simon Compaoré. Moi j'ai eu un accident, je sais ce que c'est qu'avoir un accident et un accident grave. On peut y laisser la vie,
quelquefois, on pleure dans son cœur parce que l'incivisme est poussé jusqu'à son paroxysme et par des personnes censées être raisonnables. Alors, c'est un cri de cœur. Je vous en supplie, usagez la voie publique à Ouagadougou. Respectez le code de la route. Respectez les feux tricolores. Respectez les panneaux d'interdiction. Respectez les feux, les panneaux stop. Respectez aussi la priorité lorsqu'on est dans le sens giratoire. S'il vous plaît, aidez-nous à vous aider. Et de son côté, l'autorité de régulation des communications électroniques et des postes tape du poing sur la table. Plus d'abonnés non identifiés à partir du 1er octobre prochain. C'est une des mesures prises pour contribuer à la lutte contre l'insécurité dans notre pays. Les précisions avec Tanga Kafando. Le 1er octobre 2012 est la date butoir pour les abonnés de téléphonie mobile non encore identifiés de le faire, sous peine de voir leur puce purement et simplement désactivée. À partir de cette même date, il n'y aura plus de puces préactivées en vente. Telles sont les mesures prises par l'ARCEP, l'autorité de régulation des télécommunications électroniques et des postes, et qui font l'objet de cette rencontre avec les opérateurs et les distributeurs. Cette nouvelle procédure consistera en fait à vendre des kits non préactivés aux clients. Cela veut dire tout simplement que lorsque le client achète une puce, cette puce ne peut commencer à fonctionner que si le client est totalement identifié. À l'origine de cette décision, les statistiques ont montré que le taux d'identification est de 95% pour Telmove, 94% pour Télécel, 90% pour Airtel, et certaines personnes malveillantes utilisent ces failles dans la commission de leurs infractions. Pour les opérateurs et les distributeurs mobiles, toutes les mesures seront prises pour le respect de cette disposition afin de faciliter le travail des forces de l'ordre dans la traque des délinquants. La ville de Ouagadougou a abrité hier la conférence inaugurale de la série des conférences des encadreurs pédagogiques. Thème choisi pour cette session, la gestion des ressources humaines dans les circonscriptions de base et dans les écoles. Adama Koulibaly. La gestion des ressources humaines est un facteur important dans la mise en œuvre des politiques de développement. Elle est plus que nécessaire dans un domaine comme l'éducation, d'où la tenue de cette conférence annuelle des encadreurs pédagogiques qui constitue un canal de renforcement de leurs capacités. Le thème de cette première conférence 2012 vise justement à cerner le rôle de ces encadreurs dans le management des hommes, dans les circonscriptions d'éducation de base et dans les écoles. Pour nous, c'était surtout aussi comment s'assurer que chacun à son niveau connaisse déjà les textes, les lois qui organisent et gèrent et réglementent bien sûr ces ressources humaines-là. C'est un premier niveau important, mais au-delà, c'est surtout aussi cette dimension socialisation, mais responsabilité et responsabilité citoyenne que ces managers de ces ressources humaines devraient pouvoir vraiment connaître. Vraiment être suffisamment outillé en matière de management pour pouvoir mieux me prendre sur le terrain et surtout pouvoir gérer le personnel qu'on met à notre disposition. Parce que vous savez, c'est très important la gestion du personnel. C'est par là qu'on peut réussir, comme on peut facilement aussi échouer les missions qui vous sont confiées. C'est Ouagadougou qui a été choisi pour abriter la première de cette série de conférences qui auront lieu dans les 13 régions du Burkina Faso. Jacob Ouedraogo, parrain de cette cérémonie, a surtout rappelé la place de l'éducation dans une nation en faisant référence à l'adage « Si vous pensez que l'éducation est chère, essayez donc l'ignorance ». Et pour renforcer l'action de ces encadreurs sur le terrain, plus de 200 nouveaux sont sortis cette année de l'université de Koudougou. La section CDP du secteur 28 vient de se doter d'un nouveau siège. Il a été inauguré en présence de nombreux militants de ce parti qui se mobilisent pour les échéances électorales à venir. Jacques Lamissa Tarpaga. Un nouveau siège pour le comité de base du CDP au secteur 28 de Ouagadougou finit donc les rencontres foraines. Ce cadre a pour ambition d'accueillir tous les militants en un seul lieu pour préparer les prochaines échéances électorales. Ça va nous permettre, nous, militants du parti, de nous retrouver régulièrement ici
Parce qu'avant, on n'avait pas de chair, donc on se retrouvait souvent dans les cours des militants. Cette carte va nous amener en tout cas à améliorer notre façon de faire, notre façon de travailler. Nous sommes venus encourager des initiatives. Le secteur a décidé donc, de se doter d'un siège, c'est une très bonne chose. C'est un cadre idéal donc, pour rassembler l'ensemble des militants. Et ceci est d'autant plus important parce que nous sommes à l'orée des élections couplées, municipales et législatives. Nous sommes donc venus encourager cette initiative et inviter les camarades à la cohésion. Les responsables CDP du secteur ainsi que le parrain ont à l'occasion fait des dons de vivres à 300 familles et une compétition de pétanque est venue clôturer la cérémonie d'inauguration. Le Conseil national de sécurité alimentaire fait le bilan de la mise en œuvre du plan opérationnel de soutien aux populations démunies face à la crise. C'est à la faveur d'un atelier qui se tient depuis ce matin à Koudougou dans le Boultiemde et qui permettra d'analyser les performances matérielles et humaines de ce plan. Éléonore Yerbanga. Face à leurs ordinateurs, les techniciens qui accompagnent le Conseil national de sécurité s'attellent à livrer les résultats des sorties de terrain pour le suivi de la mise en œuvre du plan opérationnel de soutien aux populations démunies. Un plan élaboré par le gouvernement burkinabé en juin dernier en vue d'aider les populations à surmonter la période de soudure. L'activité principale actuelle concerne le déploiement encore de céréales dans les régions, dans les communes vulnérables, au profit des populations vulnérables. Il y a aussi des activités de distribution gratuite pour les personnes indigentes, très faibles et qui ont des difficultés particulières. Pour cette rencontre synthèse, il s'agit donc d'analyser les résultats en vue de juger la performance des acteurs commis à la tâche. Il s'agit pour nous aujourd'hui d'analyser pour voir comment les opérations se sont déroulées. Est-ce qu'elles se sont déroulées conformément au plan d'opération prévu à Kaya lors de l'atelier du 22 qui a mis en place un certain nombre de formules et de process pour intervenir? Est-ce que les outils qui ont été mis en place sont performants? Est-ce que les populations ciblées par les interventions, aussi bien du gouvernement que des autres acteurs de la sécurité alimentaire, ont été actifs et puis ont atteint leurs objectifs? La prochaine étape après l'atelier de Koudougou sera la réhabilitation des populations démunies à travers des octrois de fonds d'appui. Et de leur côté, les experts du comité ad hoc de l'Organisation maritime de l'Afrique de l'Ouest et du Centre sont en concertation à compter de ce jour dans notre capitale. Les réflexions se mènent autour de la mise en œuvre du système de financement de fonds maritimes. Le reportage est de Estelle Judith Assogba. Les ministres chargés des transports de l'Afrique de l'Ouest et du Centre ont pris en 1999 à Abuja, au Nigeria, la décision d'instituer un nouveau système de financement du secteur maritime. Ce financement est basé sur le paiement par les armements d'une commission sur les marchandises embarquées et débarquées dans les ports de la sous-région. Depuis lors, la mise en place effective de ces fonds rencontre de nombreuses difficultés. Pour surmonter ces obstacles, un comité ad hoc a vu le jour. Ce comité devrait proposer des solutions idoines qui prennent en compte les préoccupations exprimées par certains pays membres, d'où la tenue de la présente session à Ouagadougou. Les questions pour les experts qui ont été invités à cette rencontre, de discuter d'un mécanisme approuvé par l'Assemblée générale des ministres de l'eau Maroc, mais dont l'application pose quelques problèmes de réglage. Et l'objet de la rencontre, donc, c'est d'examiner ces questions, de prendre les avis des uns et des autres, et puis d'apporter des solutions que nous allons proposer effectivement à la prochaine session du Bureau des ministres. Vous savez que 90% de nos marchandises passent par la mer. Aussi bien les pays côtiers que les pays sans façade maritime doivent éventuellement faire attention, vraiment mettre l'accent sur le transport maritime. Pendant 2 jours, les experts donc vont réfléchir sur la nécessité de mettre en œuvre ce nouveau système, puisqu'il y a des difficultés que les pays rencontrent. Certains pays ont commencé, on fera également le point pour voir comment est-ce que les fonds ont été collectés et la clé de répartition de ces fonds, puisque cette clé de répartition devrait se faire avec le Maroc et les organismes spécialisés et puis les États.
ces fonds doivent constituer donc un défi pour permettre à l'industrie maritime de pouvoir quand même bien se développer dans la sous-région. Il sera aussi question pour ces experts venus d'une dizaine de pays et d'organismes spécialisés de formuler des propositions de solutions aux difficultés identifiées et de formuler des recommandations qui seront soumises au bureau des ministres qui se tiendra du 30 août au 1er septembre prochain à Kinshasa. Plantation d'arbres et remise de matériel était le prétexte pour une cérémonie qui s'est déroulée au centre de soins et de promotion sociale du secteur 25 de Ouagadougou, une initiative d'une association de personnes handicapées soutenue par des partenaires. Abdoul Rasmané Zongo. Voici une initiative de reboisement qui provoque le soulagement et l'allégresse des pensionnaires et personnels de centres de santé et de promotion sociale CSPS de Songnaba. Cette cérémonie de personnes handicapées a été un prétexte pour les accompagnateurs des initiateurs de procéder à une remise de matériel médical composé de lits et de consommables médicaux. Ce qui nous a amené à organiser cette activité de reboisement, une fois, une de nos camarades, sa femme est venue ici pour accoucher. Quand on est venu pour les rendre visite, on trouvait qu'il n'y avait pas des arbres au sein de la district sanitaire. C'est cette idée qui nous a amené à faire le reboisement. Effectivement, les handicapés sont venus me solliciter pour une plantation d'arbres au sein du CSPS. Et effectivement, j'ai pris quand même, c'est des gens handicapés, mais ils sont solidaires à nos appels. Je me suis engagé pour qu'on puisse quand même ensemble faire quelque chose au sein du CSPS, parce qu'on a constaté qu'au CSPS, il y a certains petits problèmes. Effectivement, on a quand même fait des dons pour soutenir les malades à cette période paludisme. L'association Taxe Biego des personnes handicapées a pour la même circonstance reçu de la part du donateur soutenu par des amis un lot de vivres, un ordinateur et un moyen de mobilité. Nous sommes venus en tant que responsables chargés des structures au plan national, venus apporter notre soutien à nos camarades qui ont décidé donc de répondre à l'appel du gouvernement dans cette opération de planter utile. Également, les structures donc, dans ce secteur ont souhaité accompagner le CSPS en dotant ce CSPS de matériel. Ont aussi marqué l'activité, discours, visites de patients et maternités et notes de musique de l'artiste Ali Traoré qui ironise de la sorte. Dieu ne m'a pas accordé des membres inférieurs, dit-il. Je ne lui en demandais pas non plus. Par contre, poursuit-il, je le remercie infiniment pour le respectable accoutrement quotidien que je porte fièrement et pour la voix que j'use aisément pour offrir la joie. Les agents de la nationale de l'électricité se sont retrouvés, eux, à Zaktouli pour une opération de reboisement. Ils se sont ainsi conformés aux directives gouvernementales qui stipulent que chaque institution et chaque ministère devrait procéder à une action de reboisement pour contribuer à la lutte contre la désertification dans notre pays. Le compte-rendu est de Roger Kam et Nathalie Kaoré. Le reboisement de ce matin est une réponse à l'invite du président du Faso qui veut que les institutions étatiques contribuent à la lutte contre la désertification. Et pour marquer leur participation à cette initiative, les agents de la Sonabel ont choisi leur futur site, un site qui va abriter la première source d'énergie verte du Burkina Faso. Vous savez que nous allons faire bientôt une centrale de 20 MW ici. Et le site est même prévu comme contenir 2 centrales de au total 50 MW. Donc on a pensé que c'était bien de faire cette plantation d'arbres ici dans le but de mettre en relief le site, sachant qu'il va être beaucoup visité par des gens qui viendront s'inspirer de notre expérience. Au cours de ce reboisement, les agents de la Sonabel ont mis en terre des arbres fruitiers, des plantes ornementales et des arbres épineux qui vont délimiter le site et offrir un cadre paisible aux futurs travailleurs de la maison. Parmi nous, il y en a qui vont aller à la retraite. Il y en a qui vont venir, il faut qu'ils viennent trouver que le Sonabel, dans un de ces sites, a fait un reboisement et a planté des arbres utiles pour permettre quand même d'avoir et des fruits, et de l'ombre, et la protection de l'environnement. Environ 500 arbres ont été plantés ce matin sur une superficie d'1 hectare, mais selon le directeur général de la Sonabel, l'opération se poursuivra sur une superficie de plus de 100 hectares et 3500 espèces devront être plantées.
Des spécialistes de l'environnement ont accompagné la Sonabel dans cette opération. Leur expertise est attendue pour le suivi et l'entretien des arbres plantés. Des hauts fourneaux en proie aux intempéries dans le San Matenga, les pluies ont fortement dégradé ces réalisations de l'association Passaté qui les ont construits pour préserver un pan de l'histoire de la région. Le constat avec Nicolas Zigani. Si rien n'est fait, c'est un musée à ciel ouvert qui risque de disparaître à jamais. Ces fourneaux construits pour permettre à la jeune génération de découvrir des techniques ancestrales d'extraction du fer avant l'arrivée du blanc sont aujourd'hui en péril. Là, ça fait près de 6 ans qu'on essaie de révaloriser notre culture, mais malheureusement, vous avez tous constaté ce qu'on vit et c'est déplorable. Et pour moi, c'est le problème de manque de moyens. S'il y avait les moyens, ça ne devrait pas arriver. Il est vrai que cette situation laisse certains membres de l'association Passaté dans le désarroi, d'autres par contre gardent l'espoir. Nous continuons, nous n'avons pas perdu espoir, quand bien même jusqu'à présent nous ne sommes pas bien compris pour avoir le soutien conséquent. Nous continuons donc de développer le plaidoyer auprès des collectivités territoriales qui doivent au niveau local faire ce travail de soutien. Cette initiative de l'association Passaté est exceptionnelle. Elle retrace non seulement l'histoire de certains forgerons du Burkina, mais également du Niger, du Mali et même des États-Unis d'Amérique. Elles sont tombées par le fait qu'elles n'ont pas été suffisamment utilisées. Il y a eu 1 ou 2 réductions. Ce n'est pas assez pour céramiser les structures. Deuxièmement, ce sont des fourneaux qui sont permanemment en contact avec l'eau en saison de pluie. Et c'est pour ça que ces fourneaux-là tombent. Les solutions pour restaurer ces fourneaux chèrement acquis ne manquent pas. Seuls les moyens font défaut. Si nous n'entretenons pas ces savoirs et ces savoir-faire, nous n'aurons pas demain quelque chose à montrer aux générations futures. Voilà pourquoi il faut protéger ces fourneaux-là. Aujourd'hui au Burkina, on n'a pas de spécialistes en conservation préventive ou curative de ces genres de structures-là. Deuxièmement, il faut mettre en valeur ce qui a été réalisé. La mise en valeur consiste à en parler, à faire plusieurs visites, etc. Et puis bon, pourquoi pas ne pas aller jusqu'à créer une fondation qui va faire la promotion de ces genres de structures et réunir des financements à même de prendre en charge non seulement les fourneaux de Kaya, mais aussi d'autres structures qui existent de part et d'autre de Burkina Faso. Par exemple, pour les ruines de l'Europénie, on est aussi confronté à ce genre de problèmes. La restauration de ces fourneaux sera un pari de gagnant pour la valorisation de la culture burkinabé et même de la sous-région. Ce site est connu de nombreux visiteurs à travers le festival Huit Bindé, organisé chaque 2 ans à Kaya. Et puis en actualité internationale, les Maliens connaissent enfin le nouveau gouvernement d'union nationale. Il est composé de 31 membres, dont 18 du précédent gouvernement. Et de son côté, la médiation consulte les partenaires. Les Maliens se pressent devant les kiosques à journaux pour découvrir les visages des 13 nouveaux ministres qui font leur entrée au gouvernement. Parmi ces entrants, Tieman Koulibaly, membre du Front anti-putsch. Il hérite du ministère des Affaires étrangères et de la coopération internationale. La nouvelle équipe gouvernementale est constituée de 31 membres. Le gouvernement Modibo Diarra I comptait 24 ministres. Sur l'ancienne équipe où il y avait 24 ministres, le Premier ministre a quand même pu conserver les 18. Donc, quand je sais les critiques qu'il y avait concernant ce gouvernement-là, on les accusait d'être des incompétents, d'être des amateurs. Je me dis quand même peut-être qu'on aurait pu aller un peu plus en profondeur dans le choix des hommes. C'est lundi dans la soirée que la télévision nationale a diffusé le décret du président John Kounda Traoré portant remaniement du gouvernement. La liste des noms lus à l'antenne a été remise en main propre aux journalistes par le Premier ministre Modibo Diarra. Outre le limogeage du chef de la diplomatie malienne et du ministre de la Communication, le nouveau gouvernement est marqué par la création du ministère des Affaires religieuses et du culte. C'est plutôt un message en direction des religieux ici, qui la dernière fois ont quand même rempli le stade, 60 000 personnes, et qui ont un discours qui de plus en plus est écouté par les populations, notamment les plus démunies, et qui se montrent comme étant une force plus organisée que les partis politiques.
En visite lundi à Paris, le ministre burkinabé des Affaires étrangères a évoqué avec son homologue français les deux grands défis du nouveau gouvernement malien. Djibril Bassolé et Laurent Fabius ont notamment insisté sur la reconquête du Nord Mali, occupé par des islamistes, et sur l'organisation d'élections libres sur tout le territoire. Deux priorités sur lesquelles les Maliens vont aussi juger le gouvernement Modibo Diarra II. Et pendant ce temps, l'Éthiopie pleure la disparition de son premier ministre Meles Zenawi, est décédé hier en Belgique des suites d'une infection. Celui qui a conduit son pays vers une croissance à 2 chiffres ces dernières années est arrivé au pouvoir en 1991 après avoir renversé le Négus rouge. Addis Abeba a appris la nouvelle dans la matinée. Le premier ministre éthiopien, Meles Zenawi, âgé de 57 ans, est décédé en Belgique à la suite d'une infection. Il n'était plus apparu en public depuis 2 mois et les spéculations allaient bon train sur son état de santé. Avec lui disparaît l'un des poids lourds parmi les dirigeants africains. Il gérait son pays d'une main de fer depuis 21 ans. Leader d'une rébellion, il avait fait tomber en 1991 le Négus rouge. Après 18 ans de guerre, il ne lâchera plus le pouvoir. 2 décennies dominées par des guerres meurtrières contre l'Érythrée qui a choisi l'indépendance et s'est détaché de l'Éthiopie pour engager dès 1998 un bras de fer sanglant. La paix sera signée à Alger en 2000 sous la pression américaine. Au fil des ans, l'Éthiopie devient un allié clé des États-Unis dans la lutte contre l'extrémisme islamiste. Meles Zenawi engage son pays dans 2 interventions en Somalie contre les Shebabs. Sur le plan économique, cet homme de dossier austère et rigoureux a mené le pays sur le chemin d'une croissance à 2 chiffres. Malgré le développement et la diversification, la pauvreté frappe la majorité de la population et le chômage est estimé à 60%. Les principales critiques se concentrent sur le manque de démocratie. Les élections de 2005 s'achèvent dans le sang avec 200 morts dans les violences post-électorales. En 2010, malgré le multipartisme, le parti présidentiel s'impose avec 99% des voix. Opposants, militants, journalistes ne peuvent s'exprimer qu'à l'extérieur du pays, comme ici à Washington. Avec la disparition de Meles Zenawi, l'Éthiopie et la sous-région rentrent dans une période d'incertitude. D'autres nouvelles du reste du continent nous proviennent du Soudan du Sud où les zones inondées reçoivent enfin l'aide humanitaire. Au Gabon et à peine rentré de Paris, le principal opposant devrait être interpellé par la justice. En Afrique du Sud, l'opérateur minier a finalement retiré sa menace de licenciement contre les grévistes qui n'auraient pas repris le travail ce matin. Face à la pression de Pretoria, Landmine a plani sa position en retirant sa menace de licencier les mineurs toujours grévistes. À Marikana, la direction de la mine de platine dans le nord de l'Afrique du Sud avait donné jusqu'à lundi puis mardi aux 3000 mineurs pour revenir à leur poste. Les autorités sud-africaines tentent de désamorcer la crise après le massacre de jeudi dernier dans lequel 34 mineurs avaient été tués. Ce matin, un tiers des mineurs avaient repris le travail. Au Gabon, le principal opposant a du souci à se faire peu après son retour de Paris après 14 mois d'absence. André Bambam devrait être interpellé. Annonce faite ce lundi par la justice mais sans en indiquer les réels motifs. Le chef du parti dissous de l'Union nationale a organisé le 15 août une manifestation qui a dégénéré en violence. Par ailleurs, en janvier 2011, à l'issue du scrutin présidentiel, l'opposant s'est proclamé chef de l'État. Je vous assure que M. Bambam sera interpellé. À quand? Certainement que je ne rentrerai pas dans la magie des saints, mais il sera interpellé. Plus de 100 000 familles des réfugiés du Soudan du Sud, coupées du monde par des pluies torrentielles, sont enfin réapprovisionnées en produits alimentaires par avion. Le Programme alimentaire mondial des Nations Unies organise depuis quelques jours des largages de dizaines de tonnes de blé. Les réfugiés ont fui les combats dans les États du Kordofan Sud et du Nil Bleu dans la région frontalière entre les deux Soudans. Le président américain hausse le ton contre le pouvoir syrien. Barack Obama menace d'une intervention militaire si Damas déplace ses armes chimiques. Sur le terrain, l'opposition résiste toujours aux assauts d'une armée loyaliste mieux équipée.
Détendu, Barack Obama a rappelé à la presse sa position sur la Syrie, appelant au départ de Bachar al-Assad. Mais c'est avec fermeté que le président américain a lancé un avertissement au régime syrien sur ses armes chimiques. Nous avons été très clairs avec le régime Assad, mais aussi avec d'autres forces en présence sur le terrain, qu'il s'agissait d'une ligne rouge pour nous. Si nous commencions à voir des quantités d'armes chimiques déplacées ou utilisées, cela changerait mon calcul et mon équation. Pour la première fois, les États-Unis n'écartent pas une intervention militaire en Syrie. Fin juillet, Barack Obama avait menacé le régime de sanctions contre toute utilisation d'armes chimiques dans le conflit. Sur le terrain, les combats se poursuivent. À Alep, la rébellion résiste toujours à l'armée syrienne mieux équipée. L'artillerie lourde fait des dégâts considérables. À quelques kilomètres, la ville d'Azaz a été de nouveau la cible de raids aériens. Les églises et les mosquées ont été attaquées, des femmes et des enfants ont été victimes de violences. Le régime n'a aucun respect. À Azaz, comme ailleurs en Syrie, les habitants fuient vers la Turquie. Ils sont déjà 70 000 à avoir rejoint le pays, selon l'ONU. Le gouvernement turc s'inquiète de ce nombre qui n'en finit plus d'augmenter et appelle à l'instauration d'une zone tampon en Syrie pour accueillir les prochains arrivants. Mais pour installer des camps côté syrien, une zone d'exclusion aérienne est nécessaire, un espace qui divise au sein du Conseil de sécurité de l'ONU. Retour au pays pour ouvrir une page cinématographique entre le cœur et la raison. C'est le titre du film du réalisateur burkinabé Mamadou Nianou. C'est une fiction qui aborde le thème de l'amour et qui est en projection dans les salles de cinéma. C'est Sylvestre Da. Entre le cœur et la raison, c'est le titre du nouveau film du jeune réalisateur burkinabé Mamadou Nianou. Cette fiction a pour thème principal l'amour. Le film raconte l'histoire de Leila, charmante et sérieuse jeune fille. Leila entreprend une relation amoureuse avec Paco, un jeune étudiant. Elle parviendra par la suite à réconcilier ses parents qui étaient en instance de divorce. La confiance joue beaucoup de choses et l'infidélité aussi, nous l'avons souligné du moment où ça peut aboutir au divorce. Donc Leila a voulu aussi parer un peu à ce divorce que sa femme a voulu provoquer. Pour moi, ça a été une expérience de plus. Je félicite vraiment les acteurs et les actrices car c'est un travail vraiment très difficile. Ce film dure 1h20 et aborde également les problèmes d'infidélité, de fuite de responsabilités familiales, de corruption et de divorce. C'est un film qui permet de moraliser la société et moi je serais très heureux de voir ce film-là être diffusé dans les salles et quartiers de certains arrondissements de la ville. C'est à voir parce qu'aujourd'hui il y a des mariages mais il y a beaucoup de divorces. Et je crois que ce genre de films sont de nature à aider à calmer la situation dans les couples. Leila a fait un bon exemple. Je trouve que c'est très intéressant. Et vraiment, chapeau aux comédiens. C'est vraiment un bon film à suivre. C'est impeccable. Financé sur fonds propres par le réalisateur, le tournage du film a duré 5 ans. Et puis ce fait de société pour refermer cette édition, on dit souvent que le plus gros danger en voiture, c'est les autres. La preuve en est avec cette histoire. En France, et après s'être fait rentrer dedans par un véhicule venant de sa droite, un conducteur a cherché à se venger. Il s'est alors entamé une course-poursuite entre les deux conducteurs qui roulaient à vive allure sur une route étroite et de surcroît en chantier. Ce qui devait arriva du moins. L'une des deux voitures est allée dans le décor et c'était celle qui avait provoqué l'accrochage. Le conducteur n'a pu redémarrer la voiture, étant très abîmé et n'a pu que voir l'autre conducteur s'éloigner en vitesse. Outre l'aspect vengeance, c'est bien de mauvais comportements au volant qu'il est question. Et comme le disait si bien l'écrivain irlandais Oscar Wilde, on a conscience avant, mais on prend conscience après. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Je vous souhaite de passer une excellente fin de soirée.